Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans cet épisode hors série de Tech Café où on va vous parler des chaînes d'approvisionnement, mais cet épisode hors série va faire partie, on l'espère, d'une série d'épisodes qu'on a choisi d'intituler Made in Asia, volontairement en anglais pour rappeler un petit peu la manière dont sont apposées les méthodes de fabrication sur les objets. Et pour ces épisodes, j'ai le grand plaisir de retrouver Julien. Julien, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, tout simplement ? Salut Guillaume, salut à tous. Écoute, je suis Julien, j'habite au Vietnam. Mon métier, c'est la supply chain, on en parlera. J'ai 42 ans, ça fait 15 ans que j'entreprends depuis que je suis au Vietnam, et je travaille au Vietnam et un peu partout dans le monde à travers l'environnement supply chain dont on va parler. Mon background, c'est plutôt industriel, du coup. J'ai bossé aussi dans l'humanitaire, j'ai travaillé dans plusieurs entreprises et je suis assez passionné par l'Asie et par le Vietnam et par la tech. Je suis un auditeur de Tech Café de longue date, un contributeur aussi, et grand fan de Castor parce que ça me parle en termes de supply chain, et c'est un peu les mêmes principes. Écoute, oui, c'est vrai qu'en plus la manière dont Guillaume Poggiaspala parle de parfois de la gestion d'un processeur, on pourrait faire des parallèles avec la supply chain, donc c'est rigolo, de la chaîne d'approvisionnement. J'ai essayé de le dire quand même un peu plus souvent en français. L'origine de l'épisode, elle est simple, c'est que c'est toi qui m'a contacté parce que tu es, en plus d'être un auditeur ou plutôt un poditeur de Tech Café de longue date, tu es un soutien sur Patreon, donc depuis 2019. Et évidemment, c'est l'occasion pour moi de te remercier plus particulièrement, d'une part, de soutenir le podcast financièrement, mais aussi d'avoir pris l'initiative de me contacter à ce sujet-là. C'est un domaine qui est, tu l'as dit, je pense qu'on tombe dessus, alors probablement peut-être un petit peu par hasard. Je suis pas certain qu'il y ait des formations universitaires autour de la notion de chaîne d'approvisionnement. C'est un sujet en tout cas qui nous touche énormément dans la société de consommation dans laquelle on vit aujourd'hui. Je regardais le documentaire sur Netflix sur le minimalisme. Bon, évidemment, on en est très très loin aujourd'hui. Il y a beaucoup de consommation et donc du coup beaucoup de production dans le monde de manière générale. Et du coup, c'est peut-être l'occasion qu'on se pose un petit peu ensemble pour bien comprendre de quoi il s'agit. D'autant que l'année 2020 a été marquante pour les chaînes d'approvisionnement de manière générale, mais on va revenir dessus. Allez, on va commencer par les bases. On va faire un peu la requête Wikipédia et lire le premier paragraphe ensemble. Les chaînes d'approvisionnement, Julien, c'est quoi ? Écoute, on a découvert un peu de façon assez publique à quoi ça servait cette année, je pense. C'était une bonne façon de sensibiliser au sujet, à l'essentiel du monde, parce que cette pandémie a créé des stress dans la supply chain, et on l'a senti, on le sent encore. On parlera éventuellement de ça, mais en fait, la supply chain, c'est la coordination de toutes les activités industrielles ou logistiques pour faire en sorte que l'utilisateur final ait le produit en main et puisse le consommer. Donc ça part d'un besoin de consommation souvent, la plupart du temps, mais ça remonte dans la chaîne en besoin intermédiaire jusqu'à arriver à effectivement la nature en général. Donc c'est assez complexe, ça intègre beaucoup d'entreprises, c'est souvent un peu chaotique, ça marche jamais très très bien réellement. Et quand ça marche vraiment très mal, on le voit, on le sent très fort, et ça peut être, on peut perdre des ventes, c'est-à-dire qu'il y a plus de produits dans l'étagère, donc les consommateurs passent chez le concurrent, ou alors on a trop de stock et on va le gaspiller, ou on va le perdre, ou on va devoir le brader, et donc c'est des équilibres instables qui sont souvent assez compliqués à synchroniser quelque part. Quand ça marche, on n'entend pas parler. Quand ça marche plus, ça devient un problème. Donc c'est en fait la base de l'économie. Sans supply chain, il n'y a pas de consommation. Sans consommation, il n'y a pas d'économie. C'est la base de la santé, parce que on se guérit avec des produits qui viennent de supply chain. Donc quand ça marche pas, on le voit aussi. En fait, c'est de la base de, quand on regarde un peu autour de nous, je vous invite à regarder un peu autour de vous, l'essentiel de ce que vous voyez, ça vient d'une supply chain à un moment donné, y compris votre carrelage, vos murs, votre chaise, votre télé, votre téléphone, tout est arrivé à vous à travers une supply chain. Donc voilà, l'impact est fort, et quand ça marche, tout va bien.
quand ça marche plus, ça devient un bon chaos. Ouais, c'est un peu comme la sécurité informatique finalement. On voit que ça marche bien quand on n'en a pas de manifestation. Et puis c'est marrant parce que alors pour la petite anecdote, on enregistre pour la deuxième fois cet épisode. On a eu des petits soucis techniques qui font qu'on a dû reporter l'enregistrement et le renouveler. Mais du coup, ça me fait plaisir parce que j'ai un petit peu plus connaissance de tout ce qu'on peut aborder et je pense qu'on va aller aborder certains aspects plus que d'autres et c'est cool. Et à l'époque, en tout cas, où on avait fait le premier enregistrement, on parlait pas encore des vaccins. On avait parlé évidemment de l'impact du Covid-19 sur les chaînes d'approvisionnement dans le monde, mais aujourd'hui on le voit par l'arrivée des vaccins, quand on entend les journalistes interroger les responsables dans le domaine de la santé ou les responsables politiques en leur disant mais pourquoi est-ce qu'on vaccine pas plus? Et puis bon, quand on creuse, il y a plein d'aspects qui rentrent en ligne de compte, mais il y a notamment l'approvisionnement en vaccins et évidemment la chaîne d'approvisionnement est derrière cette notion-là de manière très 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 directe. Du coup, la supply chain, elle est en directe demande avec l'offre, hein, et on parle toujours de l'offre et de la demande, c'est ça? C'est un reflet direct de l'offre, de la demande, et elle reflète l'offre qui est mise en face de cette demande. Ouais, c'est l'équilibre qui est compliqué à trouver. C'est tout l'enjeu de l'économie. Il y a toujours soit trop d'offres, soit trop de demandes, et c'est un peu le même principe ici. Ce qui tire la supply chain, c'est l'acte d'achat, c'est ce qu'on appelle la demande. C'est voilà, j'ai besoin de quelque chose, je veux me le procurer, je vais soit dans le magasin, soit sur Amazon, soit quelque part pour amener ce produit à moi. Que ce soit de la bouffe, que ce soit encore une fois des produits tech, c'est à peu près tout. Donc la demande tire la supply chain et depuis cette demande, on remonte dans la chaîne. Ça va être des petits camions qui vont livrer chaque colis. Avant ça, c'est un entrepôt. Avant ça, c'est un autre entrepôt. Avant ça, c'est une usine. Et ça peut traverser le monde comme ça, remonter jusqu'à des mines, jusqu'à des champs de maïs, jusqu'à à peu près tout ce qu'on peut trouver sur la Terre. Donc oui, ça c'est compliqué parce que c'est un embranchement de petites organisations qui sont souvent assez mal coordonnées et qui communiquent assez mal et qui se transmettent assez mal. Au final, la demande qui se répercute en aval. Et du coup, ça crée plein de disruptions, si je puis dire, et un certain chaos qui crée beaucoup de problèmes et des problèmes comme on le voit avec les vaccins, comme on l'a vu avec les masques. Il y a toujours des ruptures quelque part et ça fout tout en l'air parce que il suffit que voilà, c'est une chaîne, donc le principe, s'il y a un maillon faible, il va affaiblir tout l'ensemble. Donc on peut râler du fait qu'il n'y a pas assez de stock dans les frigos pour les vaccins. Mais ça vient pas forcément des frigos, ça vient pas forcément des camions, ça vient pas forcément des gens qui ont acheté les vaccins, ça vient en l'occurrence à l'heure où on parle des usines. Et quand il n'y a pas assez de capacité pour produire, il n'y a pas assez. Et c'est la réalité de la supply chain, c'est ça qui est intéressant, c'est que on ramène toujours l'essentiel de la supply chain à des activités physiques, à des vraies choses. Il y a pas de il y a du virtuel, mais l'essentiel de la supply chain, c'est des activités physiques réelles. C'est la vraie vie. Quand on prend le marketing, quand on prend les ventes, quand on prend la finance, c'est des activités plus virtuelles sur des bases de relations, de chiffres. La supply chain, c'est concret à un moment donné. Je voudrais être sûr qu'on utilise bien les bonnes terminologies. Il faut qu'à la fin de l'épisode, on soit calé sur la manière de l'utiliser. Est-ce que quand on parle de la chaîne d'approvisionnement, de la supply chain, est-ce qu'on parle de la notion globale qui fait que l'ensemble des différents fournisseurs transitent leurs produits vers d'autres entreprises jusqu'à la distribution finale auprès du grand public, ou est-ce que quand on parle de la supply chain, on parle d'une des chaînes d'approvisionnement, sachant qu'il y a plein de supply chains qui se marchent les unes par-dessus les autres. Par exemple, on prend l'exemple d'une voiture, elle est constituée de plein de pièces différentes, et donc il y a la supply chain de telle pièce qui est elle-même constituée de la supply chain de peut-être autre pièce qui sert à fabriquer la pièce et qui nourrit la supply chain de la fabrication de la voiture. Est-ce qu'en gros une supply chain c'est au niveau d'un produit, ou est-ce que c'est tout un ensemble logistique qu'il faut prendre comme un tout? En fait, le produit, c'est l'objectif, c'est l'output de la supply chain quelque part. C'est un produit livré. Donc tout le reste, c'est des activités de transformation ou de transport en fait, au final, ou de stockage. Donc il y a très peu de types d'activités. On transforme, on assemble, on transporte, on stocke et on livre.
En fait, l'essentiel, la supply chain, ça ressemble physiquement à un gros éventail d'un côté qui va être la collecte des éléments qui vont composer le produit. Donc, un iPhone, il y a des centaines de milliers de pièces. Ça va être des supply chains assez complexes avec plein de fournisseurs très ramifiés. Et derrière, une fois que tu as assemblé le produit, c'est un peu un point de convergence. Ça ressort dans un autre éventail qui va être lui l'éventail de la distribution. Et en l'occurrence, qui va être plus logistique. Donc voilà, il y a un goulet d'étranglement réel, c'est souvent la production, mais il y a plein d'activités logistiques qui se font souvent assez bien coordonnées sur un plan local, mais qui sont pas très bien coordonnées entre la demande justement et la supply. Il y a plein de raisons pour ça. Il y a des exemples super intéressants du fait d'être au Vietnam aussi. On voit l'origine de la production des produits plus qu'en France aujourd'hui. Donc on voit des usines, on voit des paires de Nike qui sortent des usines, qui sont transportées au port et qui vont être acheminées aux États-Unis ou en Europe ou quoi. Donc on voit les points de convergence là où on produit quelque part. Et aujourd'hui, le Vietnam, la Chine, de moins en moins, mais encore beaucoup, sont des points de convergence de production. Et quand on a la production, quelque part, on a le point névralgique de la supply chain. Mais comme tu le disais, s'il y a un fournisseur, même une petite vis d'un iPhone qui fail et qui a pas la vis au moment donné pour fermer les millions d'iPhones qui sont prêts à être livrés, eh ben tu fais plus tes livraisons et tu perds des ventes incroyables. Donc ça peut être très sensible à ce genre de dépendance. C'est marrant parce que tu parles de l'iPhone et évidemment on va parler un petit peu juste après d'Apple qui dans l'inconscient collectif mais probablement dans la réalité aussi est un exemple en matière d'entreprise qui gère particulièrement bien sa chaîne d'approvisionnement. Juste avant, un grand enjeu peut-être de la supply chain, les grands objectifs. On peut peut-être les rappeler. L'idée, c'est d'arriver à couvrir le plus possible de la demande. On parlait tout à l'heure de l'offre et de la demande. Donc, la supply chain, le but, c'est de nourrir le plus possible la part de cette demande, mais aussi d'avoir cette distribution au moindre coût possible. Donc, c'est une équation, j'imagine, permanente qui doit être faite. C'est les grands enjeux de la supply chain. Comment est-ce qu'on arrive à faire baisser les coûts dans la chaîne d'approvisionnement? Naïvement, j'ai envie de te dire, tiens, il suffit de faire des plus grosses livraisons d'un coup et puis payer les gens pas cher. C'est peut-être d'ailleurs un des éléments qui fait que beaucoup d'éléments de chaîne d'approvisionnement se nourrissent en Asie. Mais en gros, c'est comment ça marche? Comment est-ce qu'on peut faire pour économiser les coûts? C'est quoi les grands postes d'économie? Écoute, l'essentiel des produits, le plus gros poste de coût, ça va être la matière première ou le composant. Donc, quand je suis à Apple, j'achète un écran à LG ou à Samsung, j'achète plein de fournisseurs et j'assemble. En fait, l'essentiel du coût, c'est plus les composants que l'assemblage lui-même ou les gens qui vont assembler ou les machines qui vont assembler. Donc c'est ça. Pour l'essentiel des produits, une paire de Nike, c'est beaucoup. Une paire de Nike, une paire de chaussures en général. Il y en a beaucoup qui sont faites au Vietnam. L'essentiel, c'est la matière première. C'est le tissu, c'est le caoutchouc, et il y a un coût relativement faible au final du fait que ça soit l'Asie, certes, mais proportionnellement quand même assez faible sur la production en elle-même. Donc, si tu veux la valeur, si on veut vraiment trouver une supply chain à moindre coût, il va falloir travailler sur ses fournisseurs, aller chercher des fournisseurs qui sont moins chers que ce que je peux moi avoir localement ou quoi. Donc ça implique d'investir, d'avoir des usines qui puissent fabriquer à moindre coût quelque part pour avoir ensuite, et c'est ça qui est un peu compliqué pour revenir en arrière sur ce genre de délocalisation, c'est que le tissu industriel il se bâtit avec le temps et il devient ultra performant parce qu'aujourd'hui en Chine tu as des assembleurs et puis tout autour, mais vraiment autour des usines qui produisent tous les composants et c'est ultra optimisé comme l'était Toyota à l'époque. Il y a des supply chains ultra courtes très très performantes qui permettent d'avoir et la matière première et la transformation de tous les composants à chaque étage de façon optimisée. La part de la production, de l'assemblage lui-même ou la main-d'œuvre est relativement faible et la part de la logistique
est proportionnelle au fait qu'un iPhone, la logistique, ça coûte rien. Pour une tonne de mangue fabriquée au Vietnam qu'on peut trouver dans les supermarchés français, la logistique, c'est 80% du coût. Donc voilà, ça dépend un peu des situations, mais voilà, c'est l'essentiel des produits tech en tout cas, c'est vraiment les composants qui coûtent. Ouais, c'est la raison pour laquelle, alors on quitte doucement l'ère Trump, mais il y avait cette volonté de Donald Trump de faire construire des iPhones aux États-Unis, enfin de manière générale de rapatrier de la production aux États-Unis, ce qui est du coup compliqué, notamment pour les raisons que tu soulignes. D'ailleurs, principalement, j'imagine pour le gros de ces raisons-là, c'est que tu peux pas déplacer simplement l'usine qui assemble ton iPhone, ça t'impacte aussi toute ta chaîne d'approvisionnement et donc tous tes fournisseurs qui sont habitués à être à proximité, et donc j'imagine que c'est particulièrement compliqué du coup. Alors on parle voilà, c'est clair. On parlait justement des grands, enfin de l'iPhone et d'Apple en l'occurrence. Qu'est-ce qui fait qu'Apple est aussi bon pour sa chaîne d'approvisionnement, pour la gestion de ses produits? Qu'est-ce qui fait qu'ils ont été capables de livrer des iPhones en plein confinement, non pas en pleine pandémie parce qu'on y est encore, mais en plein confinement? Qu'est-ce qui fait aussi que peut-être Amazon, pour donner un autre exemple emblématique, est aussi bon dans sa supply chain? C'est quoi leur force dans ce domaine-là? Ah ouais, c'est deux forces assez différentes. Que iPhone, la supply chain d'Apple, en fait, eux ne possèdent relativement ils ne possèdent que très peu d'usines. Ouais. Même, je crois quasiment pas d'usines. Donc ils outsourcent, c'est-à-dire qu'ils font appel à des entreprises tierces qui peuvent être taïwanaises, vietnamiennes, chinoises. On parle souvent de Foxconn, voilà. Mais il y en a d'autres. Foxconn est un gros assembleur pour Apple. Il y en a d'autres, mais en l'occurrence, eux, ils coordonnent tous ces fournisseurs pour faire en sorte que les produits arrivent au bon endroit au bon moment. En fait, ce qui est facile pour Apple, c'est que ils ont une deadline. Ils vont lancer un produit, il va falloir qu'ils fassent du stock pour pouvoir lancer le produit. Pas trop de stock pour pouvoir créer une petite demande, un petit appel d'air sur le manque dans le marché, pour pouvoir faire monter l'envie et puis lâcher un peu de stock au fur et à mesure. Donc c'est tout un jeu pour eux. L'essentiel du jeu, c'est de gérer les stocks, avoir le bon stock au bon endroit pour lancer, et ensuite de maintenir un niveau de stock sur leur chaîne au plus court, quoi. Mais ce qui implique des fois qu'une supply chain peut casser parce qu'elle est trop fragile. Apple a réussi à maîtriser les risques de la supply chain de façon à relativement systématiquement livrer la bonne quantité de produits sur le marché au bon moment. Mais parce que justement, je te coupe, mais et d'ailleurs je sais pas si t'as la réponse, mais demain il y a un nouvel iPhone qui sort, l'iPhone 12S mettons, et il doit sortir mettons la semaine prochaine. Une semaine avant, il est où l'iPhone? Est-ce qu'il est il est en Asie? Il est déjà arrivé près de chez moi en France? Selon toi, il est où, pour qu'on se rende compte un petit peu de la gestion des stocks? Et je sais pas si t'as la réponse évidemment. Mais... Alors j'ai pas les chiffres, mais a priori ils sont déjà sur le marché, ils sont déjà et dans les entrepôts et dans les magasins, et ils sont prêts enfin, surtout dans les entrepôts. Les magasins, c'est plus sensible pour des questions de risque. Si tu te fais cambrioler, ton iPhone il sort avant, c'est pas cool. Donc il faut voilà, gestion risque, c'est des entrepôts sécurisés qui sont sur les marchés déjà dans les villes en France, dans les villes aux États-Unis, ultra sécurisés. Et il y a du stock partout, quoi. Il y a des stocks en Asie, il y a du stock au maximum en Europe. Et c'est là où ils dépensent beaucoup en logistique, c'est qu'il leur faut la capacité pour stocker de façon périodique beaucoup de stock. Donc ça coûte cher. Donc le lancement coûte cher, mais si tu le foires, si t'as pas assez de stock, tu perds énormément. Les gens peuvent passer sur un autre. Alors, iPhone a un peu c'est ça où ils ont réussi à maintenir le client, parce que c'est le produit qui compte, c'est pas vraiment la disponibilité quelque part. Mais ils ont toujours pu jouer sur cet équilibre de demand supply de façon assez maîtrisée, et c'est ça qui les rend assez imbattables, et dans l'image du produit, et puis dans l'image du fait que si tu veux un iPhone, a priori à 2 jours près, tu peux l'avoir un peu n'importe quand, avec quelques exceptions, mais je pense que c'est maîtrisé.
Et donc, ce qui explique aussi le fait que quand ils retirent un chargeur d'un iPhone, comme ils le font là, ils retirent l'adaptateur secteur qui permet de charger l'iPhone. Bah évidemment, les impacts sur une telle chaîne d'approvisionnement et sur des telles quantités doit être monstrueux. J'ose imaginer que c'est un avantage écologique probable. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un avantage en termes de gestion des stocks, et donc ça doit être un avantage concurrentiel assez indiscutable. Et ce qui fait probablement que les concurrents sont amenés, pour continuer à être compétitifs, s'ils veulent avoir les mêmes arguments de compétition sur leurs produits qu'avant, de s'aligner, même si c'est au détriment de leur position. Quand on voit qu'il y a des acteurs, des concurrents d'Apple qui critiquent le fait de retirer le chargeur et qu'ils le font quelques mois après pour leurs nouveaux produits, ça montre bien qu'il y a besoin de s'aligner sur la gestion des coûts, j'imagine, en chaîne d'approvisionnement. Alors, c'est un bon cas, mais je suis assez persuadé que c'est plus une question d'image dans le cas d'Apple que de coût. Parce qu'un chargeur, ça coûte pas grand chose. C'est fait dans une usine qui fait que des chargeurs. Ils sont bons. Ils en font pour que dalle. Ça. Ouais, mais le stockage peut pas être impacté. Si t'as une boîte beaucoup plus petite, ça te coûte moins cher en stock. Non, enfin, c'est peut-être naïf de ma part, hein, mais c'est peut-être. Oui. Alors, effectivement. Mais pour Apple, la logistique, encore une fois, j'ai pas les chiffres, mais c'est peut-être un 0,5% du coût de l'iPhone. D'accord. Ok, c'est intéressant. Donc, d'accord. tu vois, ils se font un peu plaisir. Il y a des gens qui peuvent pas s'autoriser à se faire plaisir comme ça, quoi. Et ça, ça, je dis pas que c'est facile pour eux, mais je dis qu'ils maîtrisent la supply chain dans leur domaine de façon assez exceptionnelle. C'est pas applicable pour Amazon, parce que c'est un autre métier. Amazon, c'est le dernier maillon. Donc c'est un positionnement stratégique plus fonctionnel, c'est-à-dire dès que j'ai besoin d'un truc, j'ai Amazon. Donc c'est pas la même, c'est pas du tout les mêmes opérations. Amazon, en l'occurrence, ils possèdent des entrepôts, ils ont leurs camions, ils ont leurs livreurs, donc ils ont beaucoup plus les mains dans les opérations que Apple. Et leur enjeu, c'est d'avoir l'interface ultime de la supply chain, c'est le consommateur. Si tu arrives à avoir l'interface consommateur dans la supply chain, parce que tout le reste c'est pas très visible, personne comprend vraiment comment ça se passe derrière. Mais l'interface ultime c'est Amazon, et Amazon il possède du coup une valeur qui est plus logistique, mais qui est informationnelle. Donc c'est ça qui est fort dans le modèle d'Amazon, c'est voilà, le service est assez simple et straightforward, mais ça me permet de garder l'interface consommateur que je vais pouvoir leverager, pouvoir utiliser à ma faveur d'autres façons. Ouais, c'est ça. Ok, oui, il y a une grosse différence effectivement dans ce domaine-là entre ces deux boîtes, ça c'est clair. On va se pencher aussi un petit peu sur, on va en profiter forcément de ton regard privilégié en Asie pour voir qu'est-ce qui s'est passé, notamment en 2020 par rapport à la supply chain, et essayer d'identifier ensemble, qu'on puisse raconter un petit peu l'histoire de la supply chain qui a été pas mal bouleversée. Juste avant, est-ce que tu peux nous dire, si c'est facile, j'imagine que c'est peut-être pas si simple que ça, mais en quelques mots, ça consiste en quoi aujourd'hui ton métier quand tu dis que tu travailles dans le domaine de la chaîne d'approvisionnement? Est-ce que ça veut dire que tu mets en relation des fournisseurs et des personnes qui commandent ces fournisseurs? Est-ce que tu as une vue complète sur la ligne de production d'un appareil, d'un produit, et tu essaies d'identifier là où ça peut coincer, tu essaies d'optimiser les choses? C'est quoi ton métier au quotidien? Écoute, mon métier, c'est l'entreprise que j'ai fondée. Ça s'est fait un peu progressivement. J'ai commencé par faire du conseil dans les opérations. Bon, j'ai un background mécanique un peu industriel, et j'ai commencé à faire, en arrivant au Vietnam pour démarrer, à aider des petites entreprises à s'organiser de façon plus productive, de manière plus optimisée, quoi. Efficace. Ouais, efficace. Voilà, donc assez opérationnel. Donc j'ai découvert des entreprises, des entrepôts, des usines, des workers, des tonnes de ciment, des tonnes de chaussures. J'ai vu un peu la réalité des produits, de ce qu'on consommait à travers ces missions de conseil. Et depuis, j'ai développé une entreprise qui s'appelle Sevel, qui est une entreprise de conseil en supply chain, et qui développe en parallèle des outils digitaux pour la supply chain, des modèles de simulation. Donc on fait
simulations de supply chain pour trouver des meilleures règles de gestion. C'est assez data intensive, mais on a un peu une perspective complète. Le problème de la supply chain, c'est que chacun a des vues assez morcelées de comment ça se passe. Nous, on essaie de prendre la big picture, si tu veux. Donc voilà, on modélise, on optimise et on aide les entreprises à fonctionner mieux. Donc voilà. Après, la perspective Asie, c'est biaisé, c'est une vue productive effectivement. Mais ce qui est intéressant dans cette période, c'est que le Vietnam, en l'occurrence, la Chine, enfin l'essentiel de l'Asie est dépendante de ses exports de façon assez significative. Donc la première vague de choc, ça a été on arrête la logistique, on arrête les bateaux. Ça, c'était en mars-avril où tout s'est gelé. Tout s'est arrêté, il n'y avait plus un bateau qui sortait des ports, c'était on arrête tout, quoi. Et là, en quelques jours, les stocks se sont vidés, et on s'est dit merde, il n'y a plus de PQ, il n'y a plus de pâtes, il n'y a plus rien. Tout le monde a paniqué, la panique crée de la demande virtuelle qui est impulsive, et ça vide les stocks d'autant plus, et ça crée un chaos assez formidable. Donc on a assisté à ça, c'est quand même assez rare et assez historique, je pense, à un vidage des supply chains et une panique à bord en disant merde, on n'a pas assuré les risques de façon ultime. Comme tu vois, une pandémie, c'est pas un truc que t'attends. Et en l'occurrence, la gestion des risques, tu prévois pas vraiment une pandémie quand tu gères une supply chain. Du coup, ça s'est vidé très vite et ça a créé des chaos. En tout cas, on ne le faisait pas jusque-là, mais j'imagine que maintenant il y a l'enseignement qui a été pris et qu'il y a des garde-fous qui vont être mis en place. Mais ok, donc c'est un cancer foudroyant quoi à ce stade. En février-mars, c'est ce que tout le monde constate, cancer foudroyant auprès des chaînes d'approvisionnement en Asie en tout cas. Ouais, exactement. Et puis là, les usines ont commencé à dire ouais, mais nous on n'a plus rien à produire. Comment on va payer nos ouvriers? Et là, t'as des usines de dizaines de milliers de couturières qui se vident et qui tout d'un coup ont plus de boulot en quelques jours. Et socialement, ça a été un bon choc qui a été un peu difficile à voir parce que ça se passe dans ces usines que personne va vraiment voir. Mais t'as un choc qui s'est répercuté assez vite dans le tissu industriel au Vietnam, en Chine, aux Philippines, un peu partout, quoi. Et voilà, partout. Et ça a été après, a posteriori, maintenant, l'économie de l'Asie a bien mieux récupéré que l'économie de l'Europe. Donc, on a un effet de levier qui s'est effectué et l'Asie a commencé à regarder sur ce qu'elle pouvait générer en valeur ajoutée sur le marché domestique, parce qu'il restait plus que ça, et essayer de conserver l'activité domestique, la demande domestique de chacun de ces pays pour pouvoir continuer à faire tourner l'économie. Donc l'enjeu, et c'est ça qui s'est bien passé, c'est que la pandémie s'est pas diffusée aussi fort en Asie, et du coup l'économie a continué à avancer sur elle-même en interne d'abord. Ça a permis de garder des jobs, un peu d'activité. Il y a eu des opportunités pour faire des masques. J'ai vu des usines de lingerie, plus de boulot, plus de commandes pour les culottes et les soutiens-gorge. Les gars, on va faire des masques. Allez, on fait des masques. Et qui se sont sortis un peu de ces marasmes de la deuxième période de 2020 à travers des opportunités un peu pour survivre quelque part. Donc ça a été une perspective assez intéressante du point de vue asiatique. Bien plus compliqué du point de vue européen et c'est assez voilà. En Vietnam, en l'occurrence, il y a une centaine de cas qui sont complètement maîtrisés. C'est pas du tout la même histoire. On n'est pas confiné, on a aucune restriction. Ça change tout du point de vue économique. Donc c'est ça qu'on voit aussi. Et j'ai une grosse pensée pour vous tous qui êtes dans ces temps difficiles. Ici, ça se passe relativement bien. C'est un message positif. Ouais, ça se passe bien, mais au départ, je pense que les souffrances de manque de travail qu'on constate ici durablement en Europe, j'imagine qu'ils ont été beaucoup plus précipités et qui ont concerné beaucoup plus de monde du fait même que l'ADN de l'Asie relève de la production. Donc j'imagine que ça a été un gros choc aussi à ce moment-là. Ouais, il y a eu beaucoup de pertes d'emplois. Il y a encore des impacts. Le tourisme
il y a encore plein d'usines qui sont fermées. Non, l'impact existe réellement, mais il y a une résilience qui s'est faite du fait de l'activité locale. C'est ce que je voulais dire. Il y a une grosse tendance sur laquelle on peut peut-être essayer de conclure cet épisode sur la supply chain, c'est peut-être se tourner vers l'avenir. Alors il y a deux grands sujets pour lesquels on peut se tourner vers l'avenir. C'est on y a déjà répondu, mais c'est comment les chaînes d'approvisionnement vont s'adapter pour prendre en compte le risque de pandémie, puisque le risque était relativement faible, les impacts très forts, mais le risque était relativement faible avant 2020, avant fin 2019 même, mais on se rend compte maintenant que ça peut arriver, voire même ça peut être durable. Il y a toute bonne raison de penser que ce sera clairement pas la dernière pandémie que vivra l'espèce humaine, au moins dans cette décennie, et donc il va falloir s'adapter. Alors la première question, c'est comment est-ce que les supply chains peuvent anticiper ça maintenant, quels enseignements ont pu être pris, et puis surtout il y a une tendance assez importante de sortie de la Chine au niveau de la dépendance de la chaîne d'approvisionnement. Ça aussi c'est une chose que tu observes toi de ton côté. Oui, c'est sûr, il y a des changements intra-Asie qui sont intéressants. Il y a effectivement la Chine qui perd un peu de son attractivité qui était légendaire il y a 10 ans, qui s'est érodée depuis quelques années, et qui là et commence à être compliqué parce qu'ils sont pas très accommodants, disons, pour si on veut faire du business en Chine, c'est pas facile. Et en même temps, c'est un énorme marché, donc ils jouent un petit peu sur ça, et puis la ressource, le manpower, le coût de la main d'œuvre en Chine commence à être assez élevé et peu compétitif par rapport au coût européen quelque part. Donc ça migre. On a des usines qui vont chercher ailleurs, plus simple, moins cher. Le Vietnam est une option. Il y a le Taïwan qui est assez accommodante sur certains secteurs. Il y a la Corée. Il y a encore tout plein de pays émergents incroyables en Asie du Sud-Est, les Philippines, l'Indonésie, la Malaisie. Donc il y a une capacité de transfert d'outils industriels qui s'opère avec le temps et avec les décisions un peu politico-économiques qui se prennent au fil des années. Mais c'est vrai qu'il y a le transfert se fait, et c'est pas mal parce que en termes de résilience pour une supply chain, la seul vrai moyen d'être résilient, donc résister au choc, d'une certaine mesure, c'est d'avoir des redondances. On peut faire du stock, c'est-à-dire tu peux mettre du stock partout de vaccins pour les 20 prochaines années. Tes vaccins ils vont pourrir, ça va pas marcher, ça coûte une blinde, ça va te coûter cher, surtout s'il faut les refroidir à moins 70 en plus. Voilà, il y a des limites à ça, tu peux pas faire trop de stock. Donc il faut faire des redondances et avoir des différentes options de sourcing, de capacité à sourcer tes produits en disant je peux acheter mes pièces d'iPhone en Chine, en Malaisie, au Portugal et en Europe de l'Est. Et là, ça devient un peu plus intéressant localement si tu as un tsunami, un volcan ou une crise sanitaire, localement, tu peux t'en sortir. Donc ça va se jouer sur ça. Après une pandémie mondiale, malheureusement, il n'y a pas quand même de baguette magique pour encore résoudre ce genre de truc. On a appris quelque part, mais ça va prendre du temps un peu à intégrer tous ces aléas qu'on a subis, on y est encore un peu, c'est difficile de prendre trop de recul sur ça. Bon, c'est intéressant en tout cas de suivre ce sujet-là. Moi, j'avais beaucoup appris en préparant l'émission avec toi, Julien, et je trouve que le sujet est vraiment captivant parce que c'est un truc qui effectivement concerne probablement l'objet que vous avez dans les oreilles, entre vos mains, et même les vêtements que vous portez, tout ce qui vous entoure. Et c'est un sujet qui est pas très très observé. En tout cas, nous, on l'observe pas beaucoup dans des podcasts comme Tech Café, donc c'était vraiment cool d'avoir ton retour. On a d'autres sujets dont on pourrait vous parler dans le podcast sous le même format. Notamment, on avait parlé du développement logiciel au Vietnam, en Asie, sur lequel là aussi tu as un regard d'observateur privilégié. L'utilisation des smartphones aussi, mais il y a aussi plein d'autres sujets qu'on pourra aborder dans le domaine de la tech. N'hésitez pas à me dire et à nous faire savoir sur techcafé.fr dans les commentaires, sur les réseaux sociaux, ce que vous avez pensé de l'épisode et surtout si vous seriez intéressé pour avoir d'autres éclairages. On est de toute façon parti avec Julien pour partager à d'autres occasions sur ce sujet, mais n'hésitez pas, et surtout si vous avez des questions, des éclairages dont vous auriez besoin, des choses que vous êtes toujours demandé, c'est évidemment l'occasion. N'hésitez pas à nous contacter pour ça. Julien, en attendant, on peut éventuellement te contacter à titre individuel si jamais on veut t'envoyer un petit message de suggestion, de correction, d'encouragement par rapport au sujet qu'on a abordé. Où est-ce qu'on peut te joindre?
Alors, ça sera plus sur LinkedIn, un peu la vieille école, enfin l'école un peu corporate. J'ai pas beaucoup de Twitter, ça marche pas beaucoup en Asie. Je suis pas beaucoup sur Facebook, donc sur éventuellement le Telegram de Tech Café de temps en temps. Mais a priori sur LinkedIn, Julien Brun, CEL, c'est ma société. Et puis par email ou sur par Guillaume, avec plaisir. Je bosserai sur mon social network connection après le premier épisode. Oh, ça marche. Il faut reconnecter à ça. Avec grand plaisir. Au passage, justement, effectivement, c'est quoi le canal d'échange de prédilection qu'il y a au Vietnam, en Asie peut-être de manière générale? C'est la même réponse. Alors ouais, non, c'est intéressant parce que ça se fait beaucoup en Asie. Il y a des applications locales type WhatsApp. En gros, WhatsApp est assez populaire, mais il y a au Vietnam une application qui s'appelle Zalo. Tout le monde utilise Zalo. C'est une app locale qui a été développée localement, qui marche très très bien, qui est fantastique. Et voilà, je pense que c'est l'essentiel aussi de ce qui se passe un peu partout dans les pays d'Asie. Il y a souvent des apps locales ou des apps asiatiques en l'occurrence, avec l'exception quand même de Facebook et de WhatsApp qui sont très présentes, mais qui vont perdre progressivement des parts de marché, je pense. Intéressant aussi ça. Et du coup, l'influence d'outils comme WeChat, des outils chinois, elle est relativement faible? WeChat est assez faiblement. Alors, on parlera des relations en Chine et autres pays d'Asie, parce que c'est pas toujours très simple. Mais voilà, si on peut se passer d'une application chinoise, en tout cas ici, on le fait volontiers. Voilà, donc WeChat est pas très populaire, non. Ok, ça nous fait un beau teasing pour de futurs épisodes. En fait, c'est plutôt cool. Merci beaucoup, Julien, d'avoir passé ce moment avec moi et puis le temps de préparation de l'émission. Dites-nous dans les commentaires si jamais, évidemment, l'émission vous a intéressé. Faites-le nous savoir sur les réseaux sociaux. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous. Vous savez à quel point ça m'est cher et à quel point c'est important que vous puissiez partager les épisodes de podcast à votre entourage, à vos contacts pro, perso, si jamais ça vous a évidemment plu. Et puis si jamais vous ne le faites pas encore et que vous pensez que ça le mérite, n'hésitez pas aussi à soutenir Tech Café sur Patreon, patreon.com/techcafé, comme l'avait fait Julien. Et puis ça permet aussi de créer des relations un petit peu privilégiées, comme on est en train d'en installer avec Julien, et qu'on développera aussi au travers de futurs épisodes. Merci beaucoup, Julien, pour ta participation. Merci de votre fidélité et de votre écoute. On se dit à très bientôt dans un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. À plus, merci et ciao.